Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le monde d'après. Je suis Jean-Christophe Long, président du club HEC Stratégie de l'entreprise, qui se veut, au sein de la communauté des diplômés, une instance de réflexion, de débat et de partage d'expériences ciblée sur les conditions de la réussite et de la croissance de l'entreprise. Les webinaires organisés par notre club ont pour but d'échanger avec des dirigeants sur leur vision, la stratégie associée et la façon dont ils la mettent en œuvre. Nous sommes orientés cette année sur les opportunités et les défis du temps long. Notre webinaire de ce soir, donc sur le monde d'après, est né évidemment de début de la pandémie. Nous étions tous, la plupart des entreprises étaient concentrées sur les effets à court terme et nous nous sommes dit qu'il semblait utile de prendre de la hauteur et de réfléchir au-delà des mois à venir, mais sur plusieurs années, avec tout ce que cette pandémie a permis d'accélérer. Alors évidemment, avant la crise, de nombreux questionnements étaient déjà présents. Le monde était déjà volatile, il y avait déjà une articulation nouvelle entre le temps court et le temps long. Il y avait donc la digitalisation de l'économie qui était en marche, les problématiques de développement durable qui étaient bien ancrées dans les agendas, et puis les enjeux humains associés, l'articulation entre shareholders et stakeholders, et puis tous ces critères sur la gouvernance, sur l'environnement et critères ESG qui sont mis en place dans la communauté financière. La loi Pacte, les entreprises à mission, on voit que beaucoup d'initiatives ont été prises avant 2020. Donc aujourd'hui, comment a-t-on procédé? Nous sommes allés au-devant des entreprises, nous sommes allés sur le terrain, nous avons fait une enquête en quelque sorte auprès d'un certain nombre de sociétés dans les services, dans l'industrie, hommes, femmes, et nous sommes allés aussi voir les académiques et donc recueillir leur point de vue sur leurs différentes approches sur les trois constitutifs du développement durable, les trois P, People, Planète et Profit. Et c'est là-dessus que nous allons commencer notre soirée avec la restitution de ces enquêtes. Et nous passerons la parole ensuite à trois dirigeants d'entreprises que je présenterai tout à l'heure. Je passe tout de suite la parole donc à Olivier Guérino pour nous présenter l'axe Planète. Finalement, on s'est posé la question, et notamment par le biais des interviews, si le Covid a été un révélateur. On a plutôt le sentiment que c'est un catalyseur. Ce qu'on a constaté, les premiers éléments de synthèse par rapport encore une fois, au niveau des filières, ce que l'on constate en termes d'environnement, c'est que 70% des initiatives restent quand même motivées par une recherche d'efficience. Réduction des coûts, ça reste quand même très, très présent dans les initiatives. Et ce qui montre aussi un besoin de développer des concepts écologiques qui soient économiquement efficaces. Donc on voit également une émergence de cette dimension éthique et l'alignement, la nécessité d'aligner les valeurs avec l'entreprise, avec son environnement, et une augmentation des certifications de labels et notamment les notations en lien direct avec l'impact environnemental. Les enseignements que l'on en tire par rapport à toutes ces interviews, c'est qu'effectivement, il y a une nécessité de générer de l'intérêt sur les valeurs, encore une fois, sur les valeurs portées par la marque. Créer de la demande client sera la clé du succès. Et puis intégrer de manière explicite la poursuite des critères ESG comme avantage compétitif. Donc ça, c'est vraiment une question de gouvernance. Comment on intègre ça dans la vision, la vision de l'entreprise, comment on se projette avec ces critères-là et utiliser cette période de changement pour agir en pionnier. Je vais vous encourager simplement à regarder cette photo et que je trouve assez intéressante, une belle métaphore qui peut être parlante, que vous pourriez identifier en fait comme étant en pleine chute libre, avec une équipe soudée, avec l'ouverture, prêt à ouvrir le parachute, mais qui a fortiori va déstructurer l'organisation également. Vous pouvez également imaginer cette photo comme étant identifiée à la vitesse de la chute, c'est quand même plus de 200 km/h, et qui pourrait représenter également peut-être malheureusement la perte de chiffre d'affaires, de profit, mais également la croissance, la vitesse de croissance dans laquelle vous êtes passé, vous êtes encore certainement, suite à la crise sanitaire. Nous pourrions continuer de voir l'impact de cette métaphore sur vous et sur vos organisations, et nous verrions apparaître autant de scénarios
qui peut exister dans l'organisation. L'humain, l'humain, l'humain et l'humain, je pense que c'est la partie people, donc je ne peux pas commencer par dire que l'humain est évidemment au centre. Mais fortement, en tout cas, les échanges, les interviews ont permis de voir que les plans stratégiques qui sont liés exclusivement au niveau de maturité des organisations, en termes d'agilité, développement des soft skills, est de plus en plus prépondérant. L'enjeu des années à venir qui a été souvent exprimé est vraiment sur l'axe montée en compétences des collaborateurs et surtout un point qui est travailler ensemble. Comment travailler ensemble dans le nouveau modèle qui existe et les modèles qui sont prêts à arriver, qui sont déjà présents. L'impact également sur les compétences qui sont liées aux stratégies court terme versus long terme. Deux types d'organisations ont émergé, celles qui ont dû et qui sont encore au retour à l'excellence opérationnelle par rapport aux pertes qui ont été enclenchées, et les autres organisations qui étaient déjà plus agiles et comment enclencher sur le développement des soft skills. Et ce pont, en tout cas cet élastique à faire entre l'investissement au retour opérationnel versus l'investissement de développement des compétences et l'agilité interne est un enjeu financier en termes de gestion de profit qui reste sur la borderline. Et cet équilibre savant reste encore à souvent être stabilisé. On voit également que le développement d'organisations résilientes passera par le développement des femmes et des hommes résilients et qui amèneront certainement à la création d'un profil résilient. Et ce qui permet de faire une très bonne transition sur l'aspect profit en donnant la main à Olivier. C'est qu'on était sur une trajectoire ascendante et finalement, est-ce que ce virus Covid nous a arrêté dans un élan ou nous a amené à faire autre chose? Si je devais prendre vraiment le verbatim, c'est le quatrième verbatim, celui où on nous dit, voilà, en travaillant sur des benchmarks, on a scoré les clients, on a catégorisé sur les axes stratégiques dynamiques, vraiment, on est allé chercher la profitabilité de long terme et donc il y a une réduction du portefeuille. Je crois que c'était vraiment un des axes majeurs qui a été mis en œuvre à partir de milieu-fin d'année dernière. Et dans l'équation de profit, ce qu'on voit sur le dernier slide, c'est que finalement, on était dans une logique très centralisée, profit to owner, performance, et il y a une tendance à l'adaptation du modèle. Donc il y a cette notion d'efficience, de revue des processus, de gestion des stocks, de consommation et de production de la supply chain. À l'époque, on n'avait pas encore de rupture annoncée dans la supply chain sur l'automobile. Pas des choses qu'on avait constatées déjà, mais c'est des choses qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a cette revue d'efficience, il y a cette notion d'aller chercher donc de la création de valeur dans un écosystème, et donc d'avoir cette réciprocité, c'est-à-dire d'être entre des parties prenantes, entre différents stakeholders et de travailler de manière plus équilibrée pour éviter que des fournisseurs viennent à disparaître et finalement on se retrouve soi-même en rupture dans sa production de produits. Et donc il y a cette notion de récurrence qui va avec la résilience, de rechercher du profit stable et du profit à long terme. C'est les éléments majeurs qu'on a vus sur cette partie profit. Restitution. À présent, nous allons écouter nos trois dirigeants invités. Jacques Meignier, président directeur général de Hutchinson depuis 2009. Il a un double cursus École centrale et MBA HEC. Hutchinson, c'est une filiale 100% du groupe Total, un leader mondial de contrôle vibratoire, de la gestion de fluides et des technologies de l'étanchéité. Il compte 47 000 employés dans 25 pays et génère un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. Éric Vallat est directeur général de Rémy Cointreau depuis 2019, HEC 93. Il a rejoint le groupe après une carrière dans le luxe et la mode. Rémy Cointreau, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, près de 2000 collaborateurs spécialisés sur les spiritueux. François Bergère, HEC 79, NA 82, est DG de l'Association des investisseurs de long terme dans les infrastructures depuis 2018. Il possède une solide expérience dans les domaines de la gestion publique, à la Cour des comptes, au ministère des Finances, avant de rejoindre la Banque mondiale à partir de 2014. Son association rassemble 45 investisseurs actifs à l'échelle mondiale dans le domaine de l'investissement long terme, comme la BUI, la Banque du Japon, les fonds Meridiam ou le groupe Rothschild. Voilà, nous avons trois visions complémentaires en B2B, B2C et celle des financiers. Il y a deux éléments que j'aimerais souligner.
Le premier, c'est que, là je parle de l'industrie, bien sûr, l'échelle de temps de l'industrie n'est pas l'échelle de temps de la communication. Je pense que c'est un peu vrai dans beaucoup de métiers et il faut faire attention à tout ce qui se passe autour de nous, à nos stakeholders que tu évoquais en introduction. Mais on ne peut pas aller fondamentalement, on ne peut pas aller plus vite que la musique, au risque de perturber gravement nos entreprises, voire de rater ces transferts. Donc, c'est un élément que l'on retrouve à la fois, enfin, dans les 3 P dont nous parlons depuis tout à l'heure. Les changements peuvent être importants. On ne peut pas gérer une entreprise qui est à 2 vitesses. Je reparle de l'industrie. Il y a des gens qui sont dans les usines, qui doivent rester dans les usines parce que les équipements sont dans les usines. Et puis, il y a les gens des bureaux qui peuvent rester chez eux ou qui peuvent travailler un peu de chez eux. Bon, ce sont des entreprises, nous sommes en train de créer des entreprises à 2 vitesses qui sont assez perturbantes, d'une part, en interne, et puis qui ne constituent pas un terreau favorable pour développer ou pour entretenir des cultures d'entreprise. Sur l'articulation entre ces 3 dimensions, planète, prospérité et people. Bon, d'abord, au risque d'asséner une évidence, et sont évidemment, ce sont 3 dimensions interdépendantes qui doivent être menées de front. Il n'y a pas de profit à long terme si on ne tient pas compte de la dimension planète-environnement et de la dimension people sociale. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'infrastructure qui est, je dirais, par essence même, un domaine où on a un horizon à long, voire à très long terme. Il n'y a pas de création de valeur possible, durable, sans prendre en compte ces dimensions ESG ou planète et people, pour reprendre notre terminologie. On n'est pas... L'infrastructure, même de mon côté, qui est le domaine qui est le mien, donc les financements de projets, ça n'est pas du private equity. On n'est pas sur des objectifs où il s'agit de faire la culbute après avoir redressé une entreprise à horizon de 5 ou 10 ans. On est vraiment sur de la génération de cash flow régulier, stable, du yield, sur des horizons à 30 ou 40 ans. Et donc ça passe effectivement par un alignement d'intérêts entre l'investisseur, les communautés locales qui vont accueillir l'ouvrage d'infrastructure, les utilisateurs, les personnes publiques, les différentes parties prenantes. Je vais plutôt partager mon expérience chez Rémy Cointreau et un point de vue de viticulteur qui fait du B2C, on va dire, pour simplifier. Sur le sujet. Moi, en fait, évidemment aussi, je suis convaincu que le succès futur passe par l'articulation des 3 P et qu'on ne saurait les opposer et que l'un contribue à l'autre et que de toute façon, sans profit, on ne peut rien faire pour la planète et même les people. C'est motivant de travailler pour une entreprise qui génère des profits déjà pour démarrer de par mon parcours. Mais on dit souvent que la valeur d'une entreprise se juge au cumul de ses discounted cash flow de l'année 1 à l'infini. Moi, j'ai fait le calcul pour Rémy Cointreau et 25% de la valeur actuelle de Rémy Cointreau, si je prends les années 50 à 100, provient de ces années-là, de discounted cash flow. Donc, c'est quand même 2 milliards d'euros sur les 8 milliards. Autrement dit, si dans 50 ans, on ne peut plus planter et entretenir nos vignes de cognac à Cognac à cause du réchauffement climatique, c'est le business model même de Rémy Cointreau qui est en jeu. Je cite l'exemple du cognac, mais il est évidemment valable pour d'autres. On avait vécu depuis une trentaine d'années maintenant une tendance qu'on a appelée un peu la financiarisation de l'économie, à privilégier les résultats à court terme, à appliquer de façon parfois un peu indiscriminée des modèles de discounted cash flow avec des hypothèses de taux qui avaient pour effet en gros de négliger complètement les futurs résultats au-delà de 15 ou 20 ans ou 25 ans, sans parler des 50 qu'évoquait Eric. Donc on a vraiment
connu cette période-là, le court-termisme, on pourrait ajouter aussi, et ça va un peu, là encore, c'est un peu l'inverse de l'idéal de l'entreprise familiale qu'évoquait Eric, mais la valse des dirigeants, je crois que le mandat moyen d'un CEO aux États-Unis, c'est de l'ordre de moins de 4 ans en moyenne, et cette focalisation sur le cours de bourse ou les résultats trimestriels. On est en train d'en sortir, on reprend maintenant, on était un peu à stigmate, maintenant on retrouve une vision plus longue, et une des façons dont on peut effectivement, ou un des leviers qui permet d'avoir cette vision plus complète, sur la longue durée, c'est une meilleure utilisation des taux d'actualisation. Parce que le marché de l'aéronautique, la technique prend le pas sur d'autres impératifs et d'autres nécessités, mais dans l'aéronautique, l'avance sur l'environnement se fait sûrement, puisque, sans que ce soit annoncé, mais les technologies sont là et tout ceci se prépare. Dans 5 ou moins de 10 ans en tout cas, les moteurs d'avion consommeront 30 à 40% d'énergie en moins par rapport à ce qu'ils consomment aujourd'hui. Donc, les industriels avancent, les industriels ont conscience du rôle qu'ils doivent jouer pour le futur de notre planète, mais il faut leur laisser le temps. Mais au-delà, on peut aller un cran plus loin, et là on tombe dans le domaine de l'impact, qui est un peu intermédiaire entre je dirais le modèle commercial classique avec la volonté de ne pas faire de dégâts au plan ESG, et puis la philanthropie. Donc entre les deux, il y a l'impact, et là il y a une recherche volontariste d'un impact positif au regard par exemple des 17 objectifs du développement durable. Donc il y a une notion supplémentaire, et même deux, une notion d'additionnalité et d'intentionnalité dans les résultats recherchés sur ces plans extra-financiers. Développement durable sous toutes ses facettes, et qui peut aller ou s'accompagner d'un arbitrage, alors plus ou moins limité, ou d'une renonciation à une partie au moins du rendement financier pour pouvoir atteindre ces objectifs d'impact. Donc, pour nous, c'est dans notre ADN d'abord. Il faut bien comprendre, vous parliez du rapport au temps, au-delà du fait qu'on ait un actionnariat familial, ce qui aide à se projeter sur la génération d'après, plus qu'à regarder aussi juste le cours de bourse du lendemain. Ça, c'est effectivement un élément important. Mais c'est la première fois de ma vie que je fais des plans à 100 ans. On a une marque qui s'appelle Louis XIII. On met aujourd'hui de côté des eaux de vie qui seront peut-être choisis par la 4e génération de maîtres de chais dans 100 ans pour rentrer dans Louis XIII. Quand on fait un plan à 100 ans, on ne peut pas le faire uniquement basé sur les profits et des hypothèses de business. On se pose évidemment des questions autour de la pérennité même du business model. Et j'en reviens toujours à cette question de protection même de nos vignes, de nos plantations, de nos champs d'orge et de blé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous, il y a un an, on a pris une décision importante qui est de faire nous-mêmes. Parce qu'à la base, on fait, comme toutes les marques, assez peu de production par nous-mêmes, et on est plutôt des entreprises de négoce, même si on a tous un peu de viticulture, de plantation, etc. Et donc, on a décidé de monter en puissance sur la viticulture, de faire nous-mêmes. C'est le meilleur moyen d'embarquer par ailleurs tous nos partenaires dans cette démarche-là. Et on n'est pas crédible si on ne fait pas les choses nous-mêmes. Donc, on est en train d'investir de manière importante sur la culture, les cultures de la terre, sur l'ensemble des hectares que nous avons et que nous acquérons au fur et à mesure. Et en 2 mots, moi, ça fait 1 an qu'on travaille sur notre raison d'être. Donc, on l'a écrite, on l'a formulée. Ça fait 1 an que je m'interroge sur l'entreprise à mission ou la Bicorp. Effectivement, l'une étant le miroir de l'autre, l'une étant plus étrangère que française. Nous, on fait 99% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, Bicorp est intéressant pour nous. Mais pour moi, ce n'est certainement pas une fin en soi. Le label, ça n'est qu'un label qui vient reconnaître un certain nombre de choses. La raison d'être, elle est très importante parce qu'elle nous structure, elle dit qui on est et elle donne une ossature pour les décennies qui viennent. Mais je crois beaucoup plus au plan stratégique. Si on veut vraiment se donner de l'ambition,
sur les 3 pays. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, on avait présenté au marché il y a quelques mois un plan stratégique à 10 ans, ce qui était particulièrement long. Je ne me rendais pas forcément compte, et c'était peut-être mieux d'ailleurs, je ne sais pas si je l'aurais fait sinon, mais en tout cas, ce plan à 10 ans, il a permis justement de réconcilier planète, people et profit. En tout cas, nous, effectivement, on a un actionnaire majoritaire. Donc, on est au SBF 120, on a une cotation voilà, qui est de 8 milliards, mais on a un actionnaire majoritaire dont les racines sont viticoles. Donc, il y a une passion pour le métier et je pense qu'il y a plus que dans d'autres univers probablement une capacité à se projeter dans le long terme. Et donc, ça rend certes… Et par ailleurs, je suis persuadé, et aussi d'ailleurs, que la création de valeur et les marques haut de gamme et de luxe requièrent de toute façon un minimum de temps. Donc, moi, c'est un choix que j'ai fait de revenir dans ce type d'environnement-là parce qu'il y est peut-être plus facile de réconcilier court terme et long terme, ce qui ne veut pas dire, parce qu'on est quand même coté, qu'on n'ait pas la pression du cours de bourse, du trimestre, des annonces de résultats, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'elle est peut-être plus naturelle et plus facile à réconcilier parce que l'horizon de mes actionnaires, c'est d'abord celui de la génération suivante. Le principal est un peu particulier, comme tu l'as souligné. Donc, bien évidemment, les précautions environnementales, j'allais dire, sont beaucoup plus importantes pour lui et à l'échelle de son chiffre d'affaires et de son activité par rapport au mien. Nous y participons toutefois. Nous collaborons beaucoup sur l'ensemble des méthodes et des moyens qui sont utilisés pour réduire l'impact écologique de nos activités, quand il y en a, sur la planète. Les cultures d'entreprise, certainement, seront très différentes demain. Il faut qu'on réinvente alors, c'est une forme de travail, c'est une forme d'enthousiasme, c'est une culture d'entreprise que nous allons devoir réinventer parce qu'on verra moins les gens, donc on les connaîtra moins. La créativité sera différente. Donc cette culture est à réinventer. On commence à parler beaucoup, par exemple dans l'immobilier, de tiers-lieux qui sont à la fois des lieux combinés entre l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous avez des loisirs. Ces choses qui se développent, alors est-ce que cela va perdurer demain? Je ne sais rien, mais au moins c'est significatif d'une tendance dont je pense qu'elle est lourde. C'est une phase d'ajustement qui, là encore, s'étale dans le temps. L'entreprise a des points forts, elle a des points faibles, il faut qu'elle capitalise, mais c'est en permanence son souci premier, il faut qu'elle capitalise sur ses points forts. Et pour ce qui est aujourd'hui, par exemple, du monde automobile et de l'équipement automobile, c'est un monde qui s'adapte à des vitesses qui ne sont pas forcément celles qui souhaitaient, mais qui s'adapte aux nouvelles contraintes extérieures. Donc, cela avait été dit à un moment dans l'un des commentaires sur le point profit de votre enquête. Et il faut sortir les segments de marché qui sont le plus porteurs et sur lesquels l'entreprise va choisir d'investir. Après, moi, je pense que, peut-être que je me trompe, mais en ce moment, avec Covid, etc., on est devenu plus incantatoire sur le sujet. Il y a eu, je pense que la question sur la culture, il y a 1 an, la réponse aurait été très différente. Et pourtant, c'est vrai que sans culture, il n'y a pas de civilisation. Sans culture, il n'y a pas d'entreprise. C'est vrai, mais tout ça, ça revient au bout du jour. Maintenant, il faut aussi qu'on adosse tout ça à des moyens de le mesurer, de l'objectiver, de se donner des ambitions concrètes, parce que sinon on reste très incantatoire. Et moi, je pense que ça, c'est une manière d'aider.
Et j'ai presque envie de faire un parallèle avec, par exemple, le contrôle de gestion dans les années 60, qui n'existait pas. Eh bien, peut-être qu'il va falloir qu'on se dote d'une forme de contrôle de gestion de ces sujets plus immatériels et qu'on enrichisse les PNL de manière à réconcilier tout cela. Il y a une société dont j'ai oublié le nom, mais de conseil, qui a lancé un classement Vérité 40 avec, c'est une démarche partielle, mais avec les profits. Elle classe les entreprises selon les profits et selon l'empreinte carbone. Bon, voilà, c'est évidemment très réducteur, etc. Mais je trouve qu'il y a une démarche potentiellement intéressante autour de ça, parce qu'à la fin, c'est l'alignement des intérêts entre les actionnaires, les salariés et les clients qui fera que ce sera plus. Le profit, il est aussi nécessaire parce que pour répondre à ces enjeux, ces défis, notamment côté planète, environnement, mais même en termes de formation ou reformation des ressources humaines, donc toute la dimension training people, il va falloir des moyens importants, il va falloir investir et ça se chiffre là encore en milliards ou en centaines de milliards d'euros au regard des objectifs qui ont déjà été fixés. Je pense aux objectifs de développement, à l'accord de Paris, etc. Pour l'instant, on n'est pas sur la trajectoire. On a même plutôt reculé au regard des objectifs de développement durable l'an dernier. Donc, c'est des montants considérables qu'il va falloir mobiliser. Et le carburant pour ça, c'est évidemment le profit. Alors ensuite, il faut qu'il soit alloué ou réparti de façon qui effectivement aligne les intérêts. Mais s'il n'y en a pas, il est clair qu'on n'atteindra pas ces objectifs. Merci à nos trois intervenants pour leur contribution à la réflexion et notamment l'articulation des 3 P et l'implémentation dans leur stratégie d'entreprise. Je me risque à une petite synthèse avec les mots essentiels qui ont été dits ce soir. D'abord, l'importance du long terme dans la vision du dirigeant, la prise en compte de la nouvelle normalité qui a des implications dans toutes les dimensions, les activités de l'entreprise, et enfin l'importance renouvelée de ces talents soft skills, ces talents comportementaux, de savoir-être, notamment en termes d'audace, de créativité et de collaboration. Tout cela pour remonter au niveau du dirigeant qui doit discerner ce qui est vraiment important ici et maintenant pour la pérennité de son business model, de son entreprise. Et nous voyons bien que la réflexion n'est pas finie. Nous allons continuer sur ces bases nous vous disons donc à très bientôt. Merci à tous.